ce qu'on appelle le bois de fer. Parce qu'avec une machette, si vous essayez de le couper, la machette rebondit. Ça sonne même le fer. Ting, ting. Il faut y aller avec une tronçonneuse pour le couper. Vous voyez bien qu'ici, ça a été coupé très net par une tronçonneuse. C'est très dur comme bois, très dense et très lourd. On l'appelle en tahitien le haïto. Et un haïto signifie aussi un guerrier. Alors ce bout de bois ici posé dessus représente une lance qui autrefois serait partie de l'île de Tahiti et aurait transpercé la montagne de l'île sœur de Tahiti, la montagne percée de l'île de Moorea. Elle a atterri jusqu'ici. On a voulu la remettre dans le sens inverse pour qu'elle puisse repartir dans le sens inverse dans nos pensées et reconnecter ces trois îles-là, Wahine, Moorea et Tahiti, qui ont été autrefois dans le passé déconnectées de par la culture, les traditions, les danses aussi. Mais reconnectées depuis plusieurs années parce qu'en Polynésie, il y a un événement qui permet de rassembler tout le monde. Une fois par an, au mois de juillet. C'est ce que nous appelons le... Il y en a qui ont révisé. Heiva. Tiurei autrefois. Sauf que le mot Tiurei ne traduisait que le mois de juillet en tahitien, parce qu'on le faisait au mois de juillet. Le mot Heiva aujourd'hui traduit beaucoup plus le côté festif, c'est une grosse fête, mais sous forme de compétition. Tu l'as fait, le Heiva des écoles cette année? L'an dernier. L'an dernier? Cette année, non? Non, elle fait plus. T'aimes pas? Si, mais maman voulait qu'elle apprenne à nager. Ah. Surtout dans la marine. Voilà, c'est ça. Le Heiva, c'est une grosse fête de compétition quand même, sous forme de compétition de danse traditionnelle, de chants traditionnels, mais aussi d'activités sportives, culturelles, traditionnelles. Vous avez sûrement vu nos danses traditionnelles en Polynésie. Vu comme ça a l'air facile. Hein? Ça a l'air uniquement. Parce que le fait de maintenir le haut du corps droit, il n'y a que les hanches qui bougent en parfaite synchronisation avec les talons. C'est beaucoup d'entraînement. Hein? Même les hommes, ça tire les cuisses, les mollets. C'est un sport, la danse polynésienne traditionnelle. Mais il faut savoir aussi qu'en Polynésie, à peine tu sais marcher, il suffit d'appuyer sur le bouton on de la musique, les petites vont arriver. Et les garçons, ça part naturellement. Hein? À peine tu sais nager, surtout les garçons, on t'emmène déjà avec les grands-parents, les parents, et on t'apprend à aller pêcher en apnée au fusil pour pouvoir nourrir très rapidement ta famille parce qu'on mange poisson quasiment tous les jours. À peine tu sais nager, on te met soit sur une planche de surf, soit sur un va'a. C'est la pirogue à balancier, le va'a, le sport national de la Polynésie. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on soit très bon dans ces domaines-là, puisqu'on commence très tôt. Ils sont rentrés il y a quasiment un mois, les Polynésiens de Hawaï, où il y a eu les championnats du monde de course de vitesse de va'a. Ils sont champions du monde. Premier, 40 médailles d'or. Le second, l'île de Hawaï, est à 16 médailles d'or. Même cumulé avec la troisième Nouvelle-Zélande, qui ont 13 médailles d'or, ils n'ont pas encore les 40 médailles d'or des Polynésiens. Mais un total de 70 médailles avec l'argent et le bronze. Il y a une semaine et demie, il y a 4 équipages polynésiens qui viennent de rentrer des États-Unis, pour la course Catalina Race aux États-Unis. Ils ont terminé premier, deuxième, troisième, quatrième. Les 4 premières places. On est toujours champion du monde. Et il n'y a pas très longtemps, on a quand même remporté la médaille d'or au JO de surf à Tiopo'o avec Kauli Vast. Et la médaille de bronze chez les filles. Donc c'est pas mal. Hein? On va s'avancer par là. Un gardien des lieux. Aujourd'hui, pour délimiter nos parcelles de terre, on utilise généralement une barrière en bois, comme vous voyez tout autour, ou des fils de fer, fils de barbelés. Mais au temps de nos anciens, rien de tout cela, juste une pierre tombale comme ici,
Une partie était enterrée, une partie à l'extérieur, et ces pierres-là étaient habitées. Parce que nos anciens faisaient tout un rituel pour que ces pierres-là soient habitées par les esprits gardiens des bornages. Malheur à toute personne qui pissait dessus. Malheur à toute personne qui déplaçait la pierre, la mettre 2 mètres plus loin pour piquer 2 mètres sur l'autre propriété. J'ai déjà vu quelqu'un autrefois qui avait pissé sur ces pierres-là. Le lendemain, il a eu ses testicules qui ont gonflé. C'est vrai. J'ai déjà vu quelqu'un rester handicapé à vie parce qu'il avait déplacé la pierre, l'a mis 2 mètres plus loin pour piquer 2 mètres sur l'autre propriété. Ces pierres-là existent toujours en montagne. Pourquoi? Parce que la plupart de nos propriétés sont encore en indivision. Et les seuls bornages, c'est des pierres comme cela installées par nos anciens. Et nos propriétés s'étendent généralement de l'eau, de la mer, jusqu'aux montagnes, la crête de la montagne. C'est des rectangles, c'est des trapèzes comme ça, jusqu'aux montagnes. Tout ça pour dire que si jamais vous allez vous promener en montagne, vous faites une randonnée en montagne, ne pissez pas sur les pierres. On pisse sur les troncs de cocotiers, sur les troncs d'arbres, c'est mieux. Et on ne touche pas les pierres si on ne sait pas, c'est mieux aussi. Enfin, c'est surtout ces pierres-là sont enterrées dans la terre, donc les pierres dans les rivières, ça vous pouvez les toucher. C'est d'ailleurs là-bas qu'on va ramasser nos pierres volcaniques poreuses pour faire le foot haïtien là. Hein? Mais enterrées, c'est là où elles sont ces pierres. On continue. De toute façon, si on ne sait pas. À Petite Tombe, on y a enterré un enfant qui avait été adopté autrefois par les chefs de village de la Petite Île. Et lorsqu'il est décédé, on l'a enterré à côté du temple principal. Parce que seuls les chefs, les prêtres, eux, ont été enterrés sous la roche du 2e niveau du temple. L'enfant, lui, il a été adopté. Il n'est pas du même sang que les chefs et les prêtres. Il n'a donc pas le droit d'être enterré sur le temple principal. C'est pour ça que la mienne s'avère qu'autrefois, en Polynésie, existait déjà le Fa'amu. Ceux qui travaillent dans le milieu médical, si vous êtes en Polynésie, vous allez beaucoup entendre parler ce mot-là aussi. Fa'amu, c'est adopter, donner à manger, Fa'amu. Et tout se faisait à l'oral, à l'amiable. On s'arrangeait, il n'y avait aucun document écrit. Comme la plupart des choses d'ailleurs en Polynésie autrefois. C'est ce qui rend le foncier un problème très complexe en Polynésie. Il y a quelques années, ils ont ouvert un tribunal foncier à Tahiti qui ne traite que du foncier. Aujourd'hui, ils traitent des dossiers de 15-20 ans. On vous dit que la pile, elle est très haute. Ici, une table d'offrande qui est encore utilisée lorsqu'on va accueillir nos cousins hawaïens sur l'île. Nos cousins maorais, néo-zélandais ou encore de l'île de Pâques. Ces 3 îles faisant partie du fameux triangle polynésien. On les amène ici, on forme un cercle, tout le monde se tenant par la main, portant un paréo de couleur rouge coupé de blanc. Ce sont les couleurs officielles de l'île, même son drapeau est de couleur rouge et blanche de l'île de Huahine. 2 barres de blanche sur les côtés, au milieu, une barre de rouge. On va apporter des colliers avec des grosses graines et une petite couronne sur la tête avec les feuilles du aouti, la plante sacrée. On va déposer des plateaux de fruits frais, un chant, une prière pour leur souhaiter la bienvenue. On prend le temps de se dire bonjour, on prend aussi le temps de se dire au revoir. Parce que quand on fait cela, ce n'est pas en serrant la main, comme vous avez l'habitude de faire aujourd'hui, ni en faisant la bise. Vous allez les voir poser le front contre le front. Voilà. Rien ne sert de parler si ton esprit est propre. Bien que le fait de poser le front sur l'autre, tu pouvais sentir l'énergie de l'autre. Donc, échange d'énergie. Et nos anciens faisaient déjà cela sur les temples, parce qu'un temple en tahitien, ça s'appelle un marais. Et un marais, si on traduit bien, ma propre. Ré, le front propre. Il le faisait déjà là-dessus. Alors c'est le temple principal de la petite île, il s'appelle Anini, celui-ci. Au nord, sur la grande île, vous avez un autre temple principal construit sur la grande île, il s'appelle Manunu. Mais à côté de ces 2 temples principaux, vous avez plusieurs autres. Plus petite taille et un seul niveau tout plat. Là, c'est 2 niveaux. Là, c'est pour les familles et les villages. Alors, les petites
un seul nid. C'est sur cette île de Huané que vous trouverez le plus de marins, de temples. Il y en a qui ont été nettoyés, dégagés, 270. Mais il y en a encore beaucoup plus en montagne qui n'ont pas encore été nettoyés, dégagés. Donc on estime un chiffre autour des 300 rien que sur l'île de Huané. Mais le plus grand de tous les temples en Polynésie se trouve sur l'île de Raiatea. Au sud de l'île de Raiatea, le marin Tapu Tapu Atea, qui lui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, est toujours utilisé de nos jours. On y organise encore des cérémonies parce qu'il y a encore des anciens qui continuent à utiliser la pirogue double pour relier les îles voisines, le fameux triangle polynésien, et quand ils reviennent, ils sont obligés de repasser par ce temple de Raiatea où il y a une cérémonie d'accueil des chefs d'autrefois avant de rentrer dans la zone, dans les eaux polynésiennes. On dit que c'est le berceau de tout peuplement, ce temple-là, de Raiatea. On va continuer de se mettre derrière. Tout le monde peut rentrer dans le site. Tout le monde peut toucher les pierres. Il y en a beaucoup qui mettent un petit coquillage, un petit corail, une petite offrande, mais tout le monde ne peut pas monter dessus. Hein? La petite île s'appelle Huahinei-Iti. 4 villages sur Iti. Plus tard, on passera le pont de Maroé, qui est l'unique lien entre les deux îles. Et on basculera sur la grande île qui s'appelle Huahinei Nui. Nui grand. Vaste, large, international comme Air Tahiti Nui. Donc 4 villages sur la grande île aussi, donc un total de 8 villages. Dans chacun des 8 villages, vous trouverez 3 points principaux. Il y a un temple dans chaque village, protestant, c'est la plupart des habitants sur les protestants. Ensuite, c'est catholique, mais vous avez d'autres religions minoritaires, les témoins de Jéhovah, les adventistes et les mormons, les pentecôtistes. Mais les deux principales protestantes et catholiques. Si vous allez aux Marquises, on inverse. C'est d'abord les catholiques, ensuite protestants. Alors tout simplement, parce que nous, on a d'abord été colonisés par les anglo-saxons et les Français sont arrivés après. C'est pour ça qu'on est d'abord protestants. Deuxième point, une mairie dans chaque village. Autrefois, ces mairies-là étaient appelées une chefferie, puisque c'était des chefs qui dirigeaient nos communautés, nos villages, nos districts. Toujours assistés d'un prêtre, d'un diacre ou d'un pasteur. Et le troisième point, à l'exception du petit village de Maroé, sur la petite île, il y a donc 7 écoles primaires et maternelles pour toute l'île. Alors, l'année dernière, jusqu'à avant la rentrée, avant les vacances de cette année, les grandes vacances, l'école primaire et maternelle sur la petite île, c'était que des petites journées, 7h30 à midi. Sur la grande île, c'était les mercredis, vendredis, 7h30 midi. Jusqu'à 15h les lundis, mardis et jeudis. Mais depuis cette rentrée, cette nouvelle année, et la grande île et la petite île, c'est que des petites journées, 7h30 à midi. Tout ça pour dire que si jamais il y a des enseignants parmi nous, c'est quand même pas mal d'enseigner sur l'île. Hein? On a fait ça, il y a une réunion avant les vacances avec l'éducation et l'association de parents d'élèves, et on a remarqué que nos enfants avaient tendance à s'endormir après la cantine. Donc, la sieste, mieux vaut la faire à la maison. Hein? C'est uniquement Huahinei, hein? C'est pas toutes les îles. Hein? La classe de seconde, c'est la dernière classe sur l'île. Il n'y a qu'un collège sur l'île, il n'y a pas de lycée. Pour continuer au lycée, il faut aller sur l'île d'en face, Raiatea. La capitale de la Polynésie, non, des îles sous le vent, Raiatea. Tahiti, ou à Tahiti, la capitale de la Polynésie française. Vous avez aussi l'unique université de la Polynésie française, sur l'île de Tahiti. Donc nos enfants qui continuent au lycée seront internes, pensionnaires. On va les revoir uniquement pendant les vacances scolaires. Pourquoi? Parce que le gouvernement local organise à leurs frais, à leur charge, des rapatriements de nos enfants vers chacune de leurs îles par avion, mais uniquement pendant les vacances scolaires. C'est déjà pas mal. Si vous voulez les revoir plus souvent, c'est offrir des familles alors. Et jusqu'à encore il y a un peu plus de 3 ans, l'unique moyen étant l'avion, ça restait cher et compliqué pour beaucoup de familles depuis
3 ans, il y a l'Apetei Express, un ferry rapide. Certes, qui met un peu plus de temps, mais beaucoup moins cher pour les familles. Et quand je dis un peu plus de temps, l'avion ne met même pas un quart d'heure pour aller d'ici à Réaté en face. Le ferry part en calme 3 quarts d'heure. Ça va. Le temps de boire 2 obus. Vous verrez qu'en Polynésie, le sablier du temps, c'est la consommation de la hinano, la bière locale. Et lorsque vous allez dans nos bars, restaurants en Polynésie, vous demandez un obus, on vous sert la grande bouteille de hinano de 50 centilitres. C'est cela qu'on appelle un obus. Ça a la forme d'un obus. Et le Polynésien, à lui tout seul, il peut vider la caisse de 20 obus. Il a une technique, il se lève souvent pour aller pisser. Donc, si vous faites la bringue avec un Polynésien, il faudra trouver une belle excuse pour s'en aller. Et moi, la belle excuse, c'est quand il va pisser. Sinon, on dort sur place. Parce que, comme je disais, il faut être fort quand on fait la bringue avec le Polynésien. Il faut être costaud. Enfin, quand je dis la bringue, c'est pas comme font la plupart de nos jeunes aujourd'hui. Ils vont aller chercher des gros haut-parleurs et envoyer par Bluetooth la musique dans les haut-parleurs. C'est pas ça, faire la bringue. Faire la bringue, c'est jouer aux instruments. Le ukulélé, la guitare. La basse, c'est une poubelle percée. On va passer une corde par le trou, relier un manche à balai, on tend la corde, on tape dessus. Ça, c'est la basse. 2 grosses cuillères qu'on va faire claquer dans la main. Et l'incontournable glacière remplie d'obus. Et toujours le fameux barman assis sur cette fameuse glacière. Il y a toujours quelqu'un assis sur la glacière. Ce fameux barman. Il regarde le niveau de consommation de vos biens. Si vous en reste ça, il va se lever, il va venir te l'arracher des mains et t'ouvrir une nouvelle bouteille. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt de t'en aller. Et donc pour s'en aller, comme je disais tout à l'heure, trouver une belle excuse. Et sinon, attendre qu'il va pisser et on s'en va. Sinon, on dort sur place. Alors, le marais anivique construit avec 2 niveaux, avec des pierres volcaniques, de la roche, des pierres de lave. Vous en avez dans l'eau derrière vous, puisque toutes nos îles sont issues de volcans. Construit bien avant Jésus-Christ. Donc, si vous prenez un court instant et vous projetez dans le passé, à cette époque-là, vous n'avez pas encore d'engin lourd pour vous aider à casser les pierres, à les déplacer, à construire ces temples-là. C'est fait à main d'homme, mais vu la taille des blocs de pierre, il y a quand même une partie dans la terre. On peut dire que physiquement, nos ancêtres, c'était des beaux bébés. Ils le sont toujours, hein, lorsque vous les voyez sur les pirogues à compétition, c'est toujours de très beaux bébés. Des beaux bébés qui utilisaient la nature, d'autres pierres du silex pour casser la roche et les faisaient rouler sur des troncs d'arbres en tirant avec une corde l'écorce de l'hibiscus sauvage, qui est toujours utilisée aujourd'hui pour tout attacher. Je vous montrerai ça après. Autrefois, seul le roi se mettait en plein centre au milieu, et de chaque côté du temple à l'extérieur était posté un garde du corps qui servait de sentinelle, des messagers, et les villageois étaient à l'extérieur, de l'autre côté, et suivaient les cérémonies. Plus tard, vers le XIe siècle, les chefs et les prêtres de la petite île ont eu le droit de monter dessus, mais uniquement dans le coin. Du premier niveau, poser du feuillage sur le corail avant de pouvoir s'asseoir dessus et s'adosser sur les pierres dressées à la verticale, comme vous voyez, pour faire un demi-cercle, un demi-rond et prier. Remarquez que sur nos temples, il n'y a pas de toit, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'abri de construit dessus. C'est à ciel ouvert. Contrairement à Tahiti ou Marquise, si vous allez là-bas, il y a un petit abri de construit dessus, sur les temples, en bois, en feuilles de cocotier tressées pour le mur et la toiture. Ici, à ciel ouvert, parce que tout simplement, on aimait bien la communication directe avec le ciel et les dieux. Deux dieux étaient principalement priés sur nos temples. Le dieu de la guerre, de la terre et du ciel, il s'appelle Oro, O-R-O, dans la mythologie polynésienne. Et à côté de ce dieu-là, on prie aussi le dieu Hiro, le dieu des voleurs, de la ruse et de la tromperie. Lui, vous allez en entendre parler dans chaque île de la Polynésie, le dieu Hiro.
Parce qu'il est passé partout, il a laissé une empreinte d'une histoire, une légende dans chaque île de la Polynésie. Il fallait le prier parce qu'il fallait user de la ruse pour tromper l'ennemi. Et pourquoi le dieu de la guerre? Autrefois, on se faisait beaucoup la guerre entre les îles. On choisissait notre meilleur athlète parmi les villageois et l'envoyait se mesurer contre les meilleurs athlètes des autres îles. C'est quasiment devenu un jeu juste pour savoir quelle île avait le meilleur guerrier de la Polynésie. Ça se traduit depuis plusieurs années parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, le heiva. Compétition de danse traditionnelle, de chant traditionnel, mais aussi de course de pirogue, grimper au cocotier. Le plus rapide, il y a un ruban qui est laissé à 15 mètres de hauteur sur le tronc du cocotier. Le plus rapide à grimper, mettre ses pieds au-dessus du ruban. Tu es chronométré. 150 cocos secs à ouvrir, équipe de 2 personnes, une personne avec sa hache ouvrant 2 les cocos. Et la deuxième, elle est généralement assise avec sa spatule en fer et retire la chair épaisse et dure de la coco. Mettre ça dans un sac et on nettoie les bouts de coco. Tu es chronométré, le plus rapide à terminer les 150 cocos et à tout nettoyer. Soulever des pierres entre 70 kg minimum et 160 kg les pierres. Les pierres sont de forme cylindrique lisse, il n'y a aucune prise. La seule prise, c'est d'aller chercher sous la pierre. Le plus rapide à l'amener sur son épaule, on glisse généralement le long du corps. Ça arrive sur l'épaule, on lâche une main, on garde pendant 5 secondes avant de rejeter par terre. Le chronomètre part à partir du moment où la pierre décolle du sol. Termine à partir du moment où la pierre atterrit. Lanceur de javelot, il faut atteindre une noix de coco sur une pêche à 15 mètres de hauteur. Plus on atteint le haut de la coco, plus on a des points. Et les javelots ne sont pas lancés comme ça, comme vous avez l'habitude de voir, mais du bas vers le haut. Comme ça. Il faut plus de force et de précision. Mais c'est surtout qu'on fait cela avec un paréo. Donc le vent qui bouge ton paréo, ben, le javelot s'en mêle dans le paréo. Donc ça part dans l'autre sens. Mais surtout, magnifique course de porteurs de fruits. On va courir sur 1000 mètres. C'est pour les femmes 1000 mètres. Avec un poids sur les épaules. Une pêche, aux extrémités de la pêche seront attachées des oranges, des fruits de lapin, des noix de coco, des régimes de bananes, des tubercules pour que ça fasse 15 kilos pour la femme. Elle court avec les 15 kilos sur les épaules, 1000 mètres, pieds nus, un paréo, son petit haut, la petite couronne de fleurs et le plus compliqué à mon avis, le sourire. De le garder depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Les hommes de catégorie, ceux qui font 1300 mètres, auront un poids de 30 kg sur les épaules. Pieds nus, paréo, couronne des feuilles du aouti. Et le sourire. Et l'élite, le haïto, le guerrier, 1500 mètres. Le poids, 50 kg. Pieds nus, paréo, couronne des feuilles du aouti et le sourire. Ah, il y a beaucoup d'étrangers qui participent maintenant au Heiva depuis quelques années. Non pas pour gagner, parce que généralement ce sont les Tahitiens qui gagnent. Mais il y a toujours monsieur ou madame qui attend à l'arrivée avec l'appareil photo pour immortaliser l'instant. Ce qu'on remarque, depuis que l'étranger participe au Heiva, il est considéré par le Polynésien comme un haïto, un guerrier. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. C'est facile pour le Polynésien. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait quasiment tous les jours. Tous les jours, il va aller grimper au cocotier, descendre les noix de coco pour faire sa purée de coco. C'est la base de sa nourriture qui met au fond de l'assiette, cette purée de coco. On met le cochon cuit, les légumes cuits, le poisson cru. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ou entendu parler le fafarou. Poisson fermenté. Ils sont le camembert, même le camembert sont bons, hein, à côté. Hein. Il n'y a pas seulement l'odeur, il y a le goût aussi. Hein. Le chef Philippe Etchebest l'a goûté l'année dernière aux Marquises. Il disait même le chef que ça pique quand même les narines. Hein. Eh bien, il mange ça avec les doigts. Quasiment tous les jours, il va aller dans son champ, se trouve en montagne, il redescend en fin de journée, il a sur l'épaule la pêche, attachée aux extrémités de la pêche, des noix de coco, des régimes de bananes, des tubercules qu'il a ramassés dans son champ. Souvent, il décortique des noix de coco pour faire sécher.
fait du copra pour faire de l'huile de coco, petite source de revenus pour lui. Et quand il pleut beaucoup, on les voit dans les rivières en train de soulever des pierres pour protéger sa maison, pour refaire son mur, protéger sa maison contre les inondations. Donc il fait ça tout le temps. Mais quand il voit l'étranger faire ça, lui qui n'a jamais fait ça de sa vie, c'est dans ce sens qu'il le considère comme un haïto, un guerrier. Vous avez vu les derniers Heiva? Dans les derniers Heiva, il y a beaucoup d'étrangers qui participent maintenant au Heiva, surtout aux porteurs de fruits là. Les Tahitiens, bien sûr, arrivaient en tête, balançaient leur charge et tout de suite repartaient en courant pour aller encourager le dernier qui avait du mal à arriver. Généralement, c'est l'étranger. Mais quand toi, tu es à l'arrière, tu as du mal à avancer, tu as envie d'abandonner, mais tu lèves ta tête et au loin, tu vois deux molosses comme ça qui courent vers toi, venir se mettre à tes côtés pour t'encourager. Je peux te dire que tu es motivé à terminer ta course. Parce qu'ils vont rester à tes côtés, t'encourager. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, entendu le Polynésien, quand on l'encourage, il te crie dessus. Ça te fait sursauter, donc tu pars en courant. Ils vont rester à tes côtés, quand tu tombes, ils t'attrapent par les bras, ils te redressent, tu dois impérativement terminer cette course debout. C'est magnifique. Avant d'envoyer son guerrier, autrefois la petite île faisait un sacrifice, comme c'est le cas de la grande île. C'est différent entre les deux îles. Jusqu'à encore aujourd'hui, il y a toujours une petite rivalité entre la grande île et la petite île, comme c'est le cas dans le monde entier entre le nord et le sud. L'OM et le PSG. C'est beaucoup trop méchant, OM-PSG. Ici, c'est plus gentil. Si je vous parle du Heiva, ça se passe sur la grande île au nord. Il y aura un vainqueur dans la même foulée. Ce petit village ici, sur la petite île, va faire son mini Heiva. Petit Heiva. La grande île n'est pas conviée. Elle peut venir, la grande île, mais spectateur, pas pour participer au jeu. La petite île, elle peut aller participer au jeu sur la grande île, mais l'inverse, ça ne se fait pas. Et on respecte ces différences, ce choix-là. L'énorme différence, c'est que ici, sur le temple Anidi, c'était une vie humaine qui était sacrifiée autrefois avant d'envoyer son guerrier, son acte. Sur la grande île, c'était des animaux, cochons, poulets. La petite île pensait qu'en sacrifiant une vie humaine, ils avaient plus de chance. Que les dieux entendent leurs prières, leurs demandes et rendent leurs athlètes victorieux que le nom n'utilisait que des animaux. Ce n'était pas toujours le cas. Nos anciens nous ont donné le chiffre de 14 sacrifices humains pratiqués sur ce temple Anidi autrefois. À chaque fois, une jeune fille, vierge, donc très jeune, choisie par la reine, 11, 14 ans. C'est son rôle à la reine de choisir la fille à la famille, et pour les familles, c'était un honneur pour elle que leur fille ait été choisie pour pouvoir représenter l'île. Alors, certainement beaucoup moins pour la fille, mais elle n'avait rien à dire. Une fois que la reine avait choisi, plus rien ne pouvait changer cela, à part si la reine elle-même venait à changer d'avis. Le rôle des chefs des prêtres d'accueillir cette jeune fille dans le coin du premier niveau, de la déshabiller et de procéder au sacrifice. Une pierre bien plate, bien lourde, un seul coup au-dessus du crâne, quasiment à la frontalière. Un coup qui l'a tué. Et c'est ce dessus de crâne qui est appelé en tahitien le nom du temple qui est resté. Le nom du temple. Anidi. C'est cette partie-là. Anidi. À cause des sacrifices d'autrefois. Plus tard, vers le début des années 1700, les chefs et prêtres de la petite île ont voulu faire un 15e de sacrifice. Ils avaient donc demandé à la reine à cette époque-là de choisir la fille à la famille. Sauf qu'il y avait une reine à cette époque-là qui essayait par tous les moyens de trouver une solution pour arrêter tout ça. Elle a tenu son rôle de choisir la fille à la famille, mais entre-temps, elle avait repéré une fille dont elle savait qu'elle avait ses menstruations. La vue du sang lorsqu'on débute un sacrifice, c'est mauvais signe pour le Polynésien. C'est quelque chose d'impur. C'est pas grave si on voit le sang à la fin du sacrifice, mais si on commence, il y a déjà du sang, c'est malédiction, mauvais signe pour le Polynésien. C'est ce qui s'est passé puisque la reine avait fait exprès de choisir cette fille-là. On l'a amenée cette 15e
jeune fille dans le coin du premier niveau. Les chefs, les prêtres l'ont accueilli, l'ont déshabillé et en vue du centre, les jambes. Tout a été stoppé net. Les chefs, les prêtres ont bondi hors du temple, se sont cassés en courant, en hurlant de tous les mots, laissant la jeune fille toute seule rentrer, se rhabiller tranquillement, rentrer chez elle. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, plus rien n'est pratiqué sur nos temples. On vient faire le nettoyage autour, comme je vous disais tout à l'heure, accueillir nos cousins à la table d'à côté, d'offrande. Mais des cérémonies sur le temple, plus rien. Ça a été laissé à l'abandon, dans les autres herbes, les pierres même du temple étaient par terre, avec les grosses pluies, les grosses intempéries. Et c'est de qui est très tardivement, vers les années 1965, qu'un archéologue hawaïen est arrivé et a commencé la restauration de beaucoup de temples sur l'île. Ici, il est venu faire le nettoyage tout autour. Il n'a pas su redresser les pierres qui étaient par terre parce qu'il y avait un ordre à respecter. Cet ordre-là, malgré ses connaissances techniques et scientifiques d'archéologue, il ne connaissait pas cet ordre-là. Donc il s'est dit que les anciens du village devaient connaître cet ordre-là. Donc il est allé les voir 4-5 fois. Les anciens ne se sont pas déplacés parce qu'ils avaient toujours en mémoire la vue du son autrefois sur le temple. Donc ils ne voulaient pas du tout restaurer le temple. Mais l'archéologue a tellement insisté qu'au bout de la 11e fois, ils sont venus, les anciens, très timidement. Mais par contre, à chaque fois qu'ils redressaient une pierre, une prière d'abord, une autre prière, à chaque fois une prière, donc ça a mis du temps. Le réfrigérateur. Ah oui, je mets dans l'autre. Voilà, exactement. Les tomates qu'on voit de côté, c'est les flotteurs. Ils ne sont pas complètement. Ah oui. Il est temps. Le deuxième arbre le plus important en Polynésie. Le premier arbre le plus important, c'est le cocotier. Le deuxième, le ourou, l'arbre à pain. Le fruit de l'arbre à pain, on le fait cuire avant de le manger. On ne le mange pas cru. Ce n'est pas possible. C'est dur. Le goût n'est pas du tout comestible. Hein? Et on le mange sous forme de gratin, le ourou. De purée, de ragoût, de chips de ourou. C'est très bon. Ou juste grillé au feu de bois. On enlève la peau et on mange la chair qui est de texture farineuse comme la pomme de terre avec soit du lait de coco, soit du corn de beef. Le bœuf en boîte. Le Tahitien, il adore ça. Tu donnes un ourou, un Polynésien, une boîte de corn beef, un oignon, c'est un grand pâte à toi. Il est tout content. Il saura quoi faire avec. Le troisième arbre le plus important, l'hibiscus sauvage, qui donne des fleurs jaunes le matin. Et vers 15h, 15h30, elle change de couleur. La même fleur change de couleur, devient de rouge, rouge poupe, et va tomber. Donc de dure qu'un jour, éphémère. On l'appelait aussi l'arbre à horloge autrefois. En fonction de la couleur de la fleur, on estimait l'heure de la journée. Et lorsque la fleur tombait, on était sûr que c'était l'heure de rentrer. Nos femmes aimaient bien ramasser le pistil de la fleur pour se maquiller, rouge à lèvres. Si je l'écrase, le pistil, C'est couleur framboise. il rouge à lèvres. Et la pétale de la fleur, le démaquillon. Je frotte dessus. Ah ouais. Ah ouais. Ça part. La fleur écrasée ou la feuille écrasée, vous lavez vos masques. Ça évite la buée pour faire la plongée, au lieu de cracher dedans. Feuille ou fleur, vous écrasez, vous lavez vos masques dans la main, vous rincez, vous allez nager, c'est clair dans l'eau, pendant votre plongée jusqu'à la fin de votre plongée. Les feuilles, les grosses feuilles, on s'en servait comme assiette, on mettait la nourriture au milieu, on mangeait avec les doigts, même encore aujourd'hui. On ramasse plusieurs feuilles, on fait une grosse nappe avec. Ça sert à couvrir la nourriture qui va dans le four tahitien dans la terre. Pour faire cuire votre nourriture, on met au milieu, on ferme, on pose sur les pièces chaudes. On glisse dans le four tahitien. Mais ces feuilles-là étaient surtout utilisées, et ça l'est encore aujourd'hui, comme PQ,
Par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas se tromper de côté. Il y a un côté qui fait plus papier vert et l'autre côté, c'est plus doux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein? Et surtout, on empilait quelques-unes avant d'utiliser. Sinon, le doigt, il passe à travers. L'écorce de l'arbre, on choisit les jeunes tiges. Là, il y en a sur ma droite. On coupe, on récupère l'écorce. La fameuse liane, corde. Une fois tressé, on peut facilement remorquer le 4x4 sur un bateau sans que ça casse. C'est avec ça qu'on attachait nos pirogues, nos maisons, nos bateaux. Faire des filoches de poisson, des chaussures pour marcher sur la barrière de corail, des fils de pêche, des filets de pêche. Faire un nœud, mettre sur les pieds, grimper au cocotier, ne pas glisser. Et la partie blanche à l'intérieur, on récupère la partie blanche, on fait des fibres avec. Tout autour, la jupette, le pagne du danseur, de la danseuse. Hein? C'est fait de l'écorce de cette table. Et le bois très utilisé pour fabriquer des pagaies, des pirogues, les instruments de percussion pour la danse, où on fait une fente à l'intérieur et on tape dessus avec un autre morceau de bois. L'instrument s'appelle le to'ere. Ou bien sûr, sinon, le socle du ukulélé, pour faire la fameuse break. Au fur et à mesure de notre visite, vous verrez que les bordures de route, nos jardins sur l'île en elle-même, est quand même bien entretenue. Il y a une fois par mois, les agents de la commune, le service de l'équipement, passent la débroussailleuse tout autour de l'île. Autrefois, ils le faisaient une fois tous les 3 mois, mais vu le côté vert de l'île où ça pousse très vite, donc maintenant c'est une fois par mois. Hein. À côté de cela, il y a aussi un concours qui se fait depuis à peu près 8 ans maintenant. Le concours, c'est du même style que Stéphane Bern en France, du plus beau village. Mais ici, ça s'intitule J'embellis ma commune. Donc chaque année, chaque village choisit un petit lieu de son village, le nettoie, met des fleurs, l'embellisse pour ce concours qui est annuel. Et le vainqueur se voit remettre un chèque de 150 000 francs pacifiques, un peu plus de 1 400 €. C'est pas mal. Mais ce qui est mieux pour moi, c'est que ce sont des associations généralement de bénévoles. Et il y a toujours des anciens dans ces associations-là. Et aujourd'hui, on arrive à amener des jeunes dans ces projets-là. Donc quand le jeune se met en contact avec l'ancien, il y a transmission de savoir, de tradition, de culture de par l'ancien vers le jeune. Ce qui permet de perdurer. Ça, c'est mieux quand même. En sortant d'ici, le site sur la gauche, c'est celui qu'ils ont choisi l'année dernière pour nettoyer pour le concours de beauté. Mais ce n'est pas celui-ci qui a remporté le premier prix l'année dernière, c'est mon nom. C'est mon village qui a gagné l'année dernière. Fiti. L'année dernière, il y a eu 5 villages sur 8 qui ont participé au Heiva dans Sully. C'est mon village qui a gagné la danse l'année dernière. Cette année, il y a eu 7 villages sur 8. Ça a encore été mon village qui a gagné encore cette année. Le jaune qui est là était sur le tambour l'année dernière cette année. L'autre, le neveu, c'est un des musiciens du groupe. J'ai un autre jaune qui lui, il est à Tahiti, mais c'était le chef d'orchestre de l'année dernière. Cette année, ils ont remporté le meilleur prix, le premier prix, meilleur orchestre l'année dernière et cette année. J'ai un autre jaune, le troisième. Il était meilleur danseur solo du Heiva de l'année dernière. Il a été chorégraphe des danseurs cette année, des garçons. Et ma fille aînée, elle a été la chorégraphe des filles cette année. L'année dernière, mes 3 filles ont dansé dans le groupe qui avait gagné l'année dernière. Cette année, uniquement 2, parce que ma cadette de filles attendait la petite dernière. Généralement, on la voit à la maison quand on va déjeuner. Même le prince aussi, il aime bien se montrer à la compagnie. La petite de quasiment 2 mois maintenant. Hein? Une histoire de famille. Bien sûr, quels parents ne seraient pas fiers. Hein?